Nouvelle politique de rétention de personnel chez Santé Québec. On attache les employés avec du diachylon. Vous écoutez Réseau Enfer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Réseau Enfer. Je suis Carl, l'infirmier, votre animateur, et je recueille tous vos témoignages. On explore ensemble les coulisses d'un système de santé en train de s'écrouler sous nos yeux. Aujourd'hui, on reçoit une enseignante en soins infirmiers auxiliaires. Mais dépêchez-vous de l'écouter parce que Martine est déjà rendue à faire ses valises pour l'Ontario. Rassurez-vous, elle va très bien. Non, elle cherche pas à se rapprocher du Parlement d'Ottawa ou du Musée des sciences et de la technologie. Elle cherche à pratiquer sa profession de façon plus autonome, dans un environnement plus sain, bref, sur un gazon aussi vert que nos vieux établissements moisis et en ruine. On connaît les conditions de pratique au Québec. Pas de ressources, pas de reconnaissance, salaire qui plafonne, environnement de travail toxique, et pour les infirmières auxiliaires, ça veut aussi dire des limites importantes dans le champ de pratique. Alors, le moment décisif est arrivé, Martine. Ontario ou Québec? Cet épisode est une présentation du nouveau stéthoscope Bluetooth 3000 qui vous permet d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre carte de travail, les ronchis de votre patient instable, les mensonges de votre patient qui veut porter plainte, les tentatives d'intimidation de votre chef. Et ce n'est pas tout. La commande vocale Réseau Enfer envoie directement les extraits à votre animateur Carl l'infirmier. Imaginez pouvoir travailler avec une telle quiétude. On accueille maintenant Martine, qui pratique son métier avec passion depuis plus de 20 ans. Infirmière auxiliaire et enseignante, c'est une professionnelle rigoureuse, dévouée et qui se soucie des gens. Salut Martine, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, je suis heureux de te recevoir. Tu nous venais de loin, fait que on a fait une exception aujourd'hui au podcast. J'ai reçu à souper mon invité. Oui, Tu as apprécié l'invitation? vraiment beaucoup. C'est très généreux, merci. Ben, c'était bien agréable. Ça nous a permis de faire connaissance. Tu reviens de vacances, est-ce que c'était reposant? Très reposant, il faisait très chaud, vraiment beaucoup de monde, mais c'était paradisiaque. C'est le but des vacances. C'est ça, Bon, j'espère que tu en as profité. beaucoup. On va plonger un petit peu. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Alors, ça fait 20 ans que je suis infirmière auxiliaire. J'ai fait plusieurs milieux universitaires et des milieux cliniques actifs. Et par la suite, après un certain nombre d'années, je suis allée en enseignement. Pourquoi l'enseignement? Pour moi, c'était une continuité normale et logique d'aller partager ces connaissances dans les milieux dû au fait que j'avais acquéri un gros bagage de formation spécifique, puis je voulais le partager avec les nouveaux. Puis tu te trouves avoir enseigné pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. OK. Puis là, on va parler de tes décisions pour ton avenir. Tu as pris des grandes décisions. Oui. Ça va être intéressant. Mais pour l'instant, tu t'en sauveras pas, comme chacune de mes invités. On a un petit quiz, ou maintenant je l'appelle plutôt notre brise-glace, pour des petites questions pour casser la glace. Euh, la première, ta motivation principale pour participer à Réseau Enfer, c'est quoi? Je considère que c'est une plateforme qui n'existait pas et qui est un miracle où on peut s'exprimer de façon assez libre sur un peu le ressenti qu'on a à travers les années et les milieux qu'on fait. Et je crois qu'on est vraiment sensible à la cause de chacun qui passe à travers cette plateforme-là. Alors, je trouve ça vraiment très généreux de ta part de faire ça. Et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir échanger. Ah, ben merci, mais le podcast serait rien sans les témoignages. Fait que je te remercie beaucoup de partager le tien.
Mais il serait rien si tu l'avais pas parti. Ouais, on peut voir ça de même. Entre un élève qui pense tout savoir et un élève qui panique à chaque stage, lequel préfères-tu accompagner? Celui qui panique. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de le ramener sur la terre, si on peut dire ça comme ça, et lui mettre des réalités qu'il ne connaît pas nécessairement. Généralement, les gens sont très anxieux sur quelque chose qui est inconnu. Alors, on les prend à part, on leur parle seul, on leur dit les faits, les réalités réelles en temps présent. Et de cette façon-là, ils sont beaucoup plus rassurés, ils se sentent accompagnés, ce qui est important aussi chez les élèves, de les accompagner et de sentir qu'ils ont un support. Quelqu'un qui sait tout, bon, ben tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? On sent tes 10 années d'expérience pédagogique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on utilise les infirmières auxiliaires à leur plein potentiel au Québec? Non, non. Je suis pas la seule à le dire. Je pense que de très grande majorité, ou sinon toutes disent qu'on n'est pas utilisé à pleine capacité et c'est très triste. C'est triste pour les patients, c'est triste pour nos collègues et c'est encore pire pour les départements parce qu'on est en manque d'effectifs tout le temps, on est souvent en bris et puis on pourrait faire beaucoup plus pour travailler en équipe avec l'infirmière et c'est pas fait. Alors, On se prive d'un outil. on se prive d'un outil, d'une expertise aussi. Mhm. Parce que souvent, il y a des infirmières auxiliaires qui ont une expertise que les infirmières n'ont pas. Puis, à tort, ils vont dire, bon, c'est l'infirmière auxiliaire. C'est l'auxiliaire, hein? On a toujours ce titre-là, là. On a tous déjà entendu ça, c'est juste une oxy. Exactement ça. Et je reprends les gens et ça me fait plaisir de les reprendre. Tu n'es pas une oxy, tu es une infirmière auxiliaire. Ton titre, c'est écrit infirmière auxiliaire. Parfait. Comme ça me fait plaisir de dire, tu es infirmière clinicienne ou tu es infirmière praticienne. Tu as ce titre-là, c'est écrit. Tu as étudié pour l'obtenir. Exactement. En théorie, tu as les connaissances, Exactement. puis t'as le titre qui vient avec. Oui. Comment se porte la relève infirmière auxiliaire au Québec? En fait, la formation se passe bien. Je veux dire, les groupes sont toujours pleins. Il y a des listes d'attente dans la plupart des écoles. Mais avec notre arrivée de notre grand mammouth qui s'est imposé en milieu d'année passée, je pense, en 2024, pour ne pas le nommer, ben là, c'est une catastrophe. Là. C'est une catastrophe. Les jeunes qui finissent maintenant ou qui vont finir d'ici décembre sont très stressés là, parce que justement, il n'y a plus de poste, il n'y a pas d'engagement, il y a un gel d'embauche. C'est un peu stressant, puis je trouve ça même inquiétant pour les équipes qui sont sur le plancher présentement. Alors, Pour ceux qui n'ont pas compris, le gros mammouth, c'est Santé Québec, le bébé de M. Dubé. Bon, lui, il continue à dire que ça va avoir des effets positifs. On les attend encore sur le plancher, les effets positifs. j'attends encore, oui. En tout cas, je ne les vois pas dans mes milieux de stage. Non. Est-ce qu'il y a des mythes sur la profession infirmière auxiliaire que tu aimerais démolir? Ben, en fait, c'est pas vrai qu'on sait pas grand-chose, puis c'est pas vrai qu'on sait juste donner des pilules. C'est pas vrai. Je crois, C'est de quoi que vous voyez souvent, ça, cette perception-là, oui, qu'une infirmière auxiliaire, c'est une donneuse de pilules. exactement. Ah, en CHSLD, tu fais juste donner des pilules. Non. C'est la personne qui est tout le temps au contact du patient. C'est elle qui va voir du jour au lendemain. Elle est en train de décompenser. Elle va pas bien. Elle n'a pas mangé. Elle est dénutrie. Elle n'est pas de la bonne couleur. Elle est pâlie. Il se passe quelque chose. C'est elle qui l'observe. Elle est capable de faire les mêmes observations que l'infirmière. C'est l'évaluation qu'elle peut pas faire. Mais Ici, oui. ici, OK, parce que tu vas nous parler de l'Ontario tantôt. Ouais. OK. La pire erreur que tu as sauvée chez un étudiant. Ah, ben, juste un exemple. Je te laisse aller. OK. Un récent, ben, il y a une administration d'un médicament qui devait être fait, mais l'identification n'a pas été vérifiée du patient. Alors, l'administration du médicament qui est très grave, qui aurait pu porter préjudice à ce patient-là, n'a pas eu lieu parce que moi, j'ai fait les choses qui devaient être faites. Puis, On parle de quel médicament? l'insuline. OK, ouais. En effet. L'insuline et puis dans un antihypertenseur dont il devait recevoir la demi-dose, ben, la dose allait être donnée entière. Alors, une double dose d'antihypertenseur que j'ai arrêté à la porte. Puis si tu n'étais pas intervenu, il y aurait eu le double dose. Oui. Oui.
Est-ce que ça fait peur à l'étudiant qui se rend compte de... Est-ce qu'il réalise quel genre de gaffe qu'il allait faire? Mais il faut comprendre qu'il y a une évolution dans les stages. Lorsque on débute un stage, on fait des revisions des critères d'évaluation, on décortique les critères d'évaluation et au fil de l'évolution du stage, on voit déjà où est-ce que ça peut accrocher lorsqu'on fait les vérifications des 5 bons avec les 7 bons, excusez, les 10, là, il y en a un paquet, là, mais bon, c'est 7 bons, là, on va dire. Bientôt les 29 bons. C'est ça. Alors, on voit déjà où est-ce que ça accroche en vérifiant l'FADM avec l'élève. Bon, on fait du renforcement, on revise des choses ensemble, on fait des petits travaux, on évolue. C'est très rare qu'un élève qui fait une erreur, c'est la première fois qu'il l'a fait. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Puis si c'est pas sur la même médication, ça va être sur un autre médicament. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, cette personne en particulier, je l'avais déjà rencontrée à plusieurs reprises. Je lui ai réexpliqué l'impact. J'ai réexpliqué, il a fait des travaux. Bon, il y a eu un cheminement. Quand on est rendu à la porte, puis que je te demande la demi-dose, puis j'ai dit où est-ce qu'il est la moitié de ce comprimé, puis il fait ah, c'est terminé. Vous comprenez que là, à un moment donné, on ne peut plus tirer l'élastique à tout jamais, là. Il y a eu plusieurs étapes de fait. Ça n'a pas été enregistré. Il y a quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé. On est en stage. Je ne peux pas faire des méthodes adaptatives en stage. Les méthodes adaptatives, on peut les faire en théorie. En stage, tu dois fonctionner comme tout le monde. Est-ce que c'est un échec automatique ou il y C'est a un une échec. certaine marge de manœuvre? Non, mais c'est rare qu'il y ait juste cet élément-là. OK. Il y a souvent d'autres choses. T'sais, souvent, il n'y a pas juste un patient, ils ont 2 patients, ils ont fait une autre erreur de médicament dans un autre dans une autre situation. Alors, c'est très rare que c'est juste un élément isolé. C'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est extrêmement rare. OK. Prochaine question. Un beau moment de ta carrière que tu n'oublieras jamais. Toute la reconnaissance de voir les patients quand on se présente à eux. Puis c'est la raison aussi pourquoi je retournais aux soins auprès des patients. C'est tout le bien qu'on leur apporte, le temps qu'on passe auprès d'eux, qu'on les écoute, qu'on leur pose des questions. Avez-vous passé une bonne nuit? Comment a été votre matinée quand on est de soir? Ah, ça n'a pas été bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment porter attention à ce qu'ils disent parce que souvent, juste cette information-là peut vraiment changer tout le restant de tes soins. Je donne un exemple de la journée par rapport au soir. Alors, ça m'a toujours touché de les échanges avec les patients comme ça. Puis de voir que la qualité de ton contact avec un patient peut améliorer la qualité de tes soins après parce qu'il t'a donné des informations que tu n'avais pas. Oui, ça l'a encore enrichi ce que je vais lui apporter, Ouais. plus technique, si on peut dire, là. La mauvaise habitude que tu aimerais éliminer facilement chez des futurs professionnels de la santé. Euh, la nonchalance, sérieusement. La nonchalance, le manque de rigueur à apporter dans les soins, le manque d'asepsie, c'est aussi stupide que ça peut paraître. C'est pas rare que j'ai vu les infirmières ou les infirmières auxiliaires retoucher un site de désinfecté pour faire une ponction veineuse ou pour installer un gelco, qui est un cathéter intraveineux, là. Comment ça se fait? C'est quoi cette façon de faire-là? Ça sort de où? Tu sais, si moi, après vingtaine d'années, j'applique encore ma rigueur d'asepsie, ben je comprends pas que les jeunes, ou les moins jeunes, Qui ne le fassent pas. commencent, même Oui, ceux qui commencent, qui aient déjà perdu cette c'est ça. rigueur-là. Exactement. Tu sais, moi, j'ai été reconnue comme prof avec une rigueur, une certaine... Je n'étais pas sévère, mais j'appliquais ce qui devait être appliqué pour le bien de tous. Autant l'élève qui apprend son métier que le patient, il faut qu'il soit toujours protégé. Puis, je vais le maintenir, puis je suis fière d'être reconnue pour ça. Parce que je sais que quand on donne ça à l'école, ben s'il en reste 80%, ben ça sera 80%. Parce que si je manque de rigueur à l'école, c'est une évidence que ça tombe à 50%. Oui, si on part du mauvais pied, disons que les chances qu'il soit à 30% rapidement, sont meilleures. Oh oui, sont très, très grandes. Un mensonge blanc que tu dis à tes élèves. T'essayes pas des fois de leur mettre ça plus beau que c'est un petit peu. Pas vraiment. Non, ok. Non, pas vraiment, parce que je pense pas de leur rendre service si je leur Ok. mets ça.
Ben non, ça va être facile, tu vas voir, ça va être beau. Ouais, ou sur l'état des départements qu'on va visiter, vous allez voir, ça va être le fun, mais dans le fond, tu sais que peut-être ce sera pas si le fun que ça. En fait, je leur dis, écoutez, on va faire avec ce qu'il y a. Moi, il faut que ça réponde aux critères de l'évaluation, il faut que ça réponde à vos besoins. Puis s'il n'y a pas grand-chose, on va s'organiser. On va s'organiser, faites-moi confiance, on va s'organiser, on va faire quelque chose, ne vous en faites pas. Que je les prends en charge, je suis très responsable envers eux, puis c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Puis je pense que c'est ça qui les rassure aussi parce qu'ils sont très insécures. C'est des élèves, c'est normal. Ils sont en apprentissage, c'est de l'inconnu pour eux. Il faut les rassurer, il faut les tenir serrés. C'est correct, je suis là, t'inquiète, ça va être correct. Ben c'est ça, ils sentent que tu es avec eux. Oui, Est-ce que le réseau public t'a usé au fil des années? c'est une très bonne question. En fait, ce qui m'a usé, c'est la façon qu'on n'est pas reconnu. Tu sais, on a tellement été traités de Ah, vous êtes les anges pendant la pandémie, Mhm. vous êtes indispensables. Mais on a été traités comme de la chenoute. Ça n'a Hein? pas été long, hein, ça a pris une négociation, puis on était devenus de la chenoute. Mais même pendant la pandémie, d'un côté, on dit vous êtes les anges, vous êtes indispensables, vous êtes nos héros, ah ah ah. Mais prenez pas vos vacances, vous n'avez pas de droit au congé. Mais voyons, il faut nous permettre de se reposer un petit peu, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça m'a vraiment écœurée. La façon aussi que le gouvernement a traité les adolescents pendant la pandémie, ça m'a vraiment écœurée aussi. Ouais, Vraiment beaucoup. ouais, ben pour vrai, il y avait aucune considération sur les besoins de ce groupe d'âge-là, qui est la socialisation principalement. Exact. Exactement ça. Ah, les enfants du primaire, il faut qu'ils retournent à l'école, ils peuvent voir leurs petits amis. Voyons, c'est quoi ça? Les adolescents ont besoin de voir leurs amis. Ils n'ont pas besoin de passer du temps avec leurs parents, là. Les parents, il faut qu'ils soient un petit peu plus loin, là. Au contraire. Juste un petit peu plus loin. Ouais, des fois, moins, c'est mieux. Oui, c'est ça, exact. Mais ça m'a vraiment écœuré. Toute la gestion de la pandémie, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup écœuré. Puis si on parle du réseau. Sinon, le manque de coopération entre collègues, ça me donne la nausée. Ouais. Un collègue qui voit un autre qui arrive pas dans le temps, qui est avec une grosse surcharge, puis Ouais. qui va fermer les yeux, tout simplement. Ben, qui va fermer les... ouais, qui va bitcher. OK, Qui ouais. va chialer contre cette personne-là parce qu'elle n'arrive pas dans son temps ou qu'elle n'a pas fini ses tâches. Ou... Ça me donne la nausée. Ou que malheureusement, cette personne-là n'a pas eu l'entraînement nécessaire dans un département, puis que là, elle se ramasse toute seule. Puis ça se peut qu'en échappe quelques infos ou quelque chose. Puis au lieu d'aller l'aider, elle chiale contre cette personne-là. Non, non. Moi, quand j'entends ça, ben, va lui montrer. Va l'aider. Pourquoi tu fais ça? Oui, mais j'ai déjà montré. Ça se peut qu'elle ne l'ait pas bien saisi. Prends une autre façon de lui montrer. Mais la pédagogie n'est pas donnée à tout le monde. Les explications ne sont pas données à tout le Non, la monde. t'sais. patience. Ouais, c'est ça. Parce qu'on, tu sais, tout le monde arrive sur le plancher, tu es supposé d'avoir au moins 10 ans de pratique, là. Hein? On est dans un métier où on oublie des fois que même si on commence notre métier, on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite. On peut Ouais. poser des questions, puis on peut aider les autres. Mais on est rendu dans un milieu que faut que tu saches. Ouais. Faut que tu connaisses. Faut que tu aies déjà cherché à peu près 40 fois avant de poser une question. Puis ça l'intimide beaucoup les jeunes. Puis je parle pas jeunes d'âge, mais jeunes d'expérience. Ça l'intimide beaucoup, beaucoup, puis ça les stresse énormément. Je vois beaucoup, beaucoup ça. Puisqu'on va pas se le cacher, le plancher est rendu à 75% de jeunes, là. Oui, l'expérience est pas mal partie. Ouais. Puis parfois, ils sont pas partis à la retraite, se sont juste réorientés parce qu'il y en a beaucoup qui ont fui pendant et après la pandémie. Oui. Puis je les comprends. Ouais, ben, moi aussi. Ben, on a commencé à en parler. Justement, peux-tu me parler du programme de formation de tes infirmières auxiliaires? Décris-nous ce que toi t'observes. Le programme est bien structuré, il est bien fait, de façon, je vous dirais, à 98% du temps, c'est bien enseigné. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Puis je ne suis pas personne, moi, pour évaluer à ce niveau-là. Par contre, des fois, c'est la supervision des stages qui devient un peu plus, tu sais, un peu plus relâchée pour certaines personnes, puis plus rigoureux pour d'autres. Alors, il y a comme un manque de ballon à travers la formation pour certains sous-groupes, si on peut dire. Euh, des fois, c'est des milieux de stage qui ne peuvent pas permettre de faire beaucoup de techniques.
Alors, puis des fois, les enseignants, ils peuvent être un peu dépourvus de ça ou ils sont pas super à l'aise de faire des techniques parce que ça fait longtemps qu'ils les ont pas faites. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments dans ça. Mais de façon générale, la formation, elle est bien faite. Et on me le dit aussi qu'on est bien formé au Québec OK. versus... Donc, il n'y a pas un manque d'expertise au niveau des enseignants. Ben, il n'y a pas un manque d'ex... Non, de façon générale, les enseignants qui sont engagés, ce sont des gens qui ont des bons bagages, là. Alors moi, je connais pas d'enseignants. Ben, comme je dis, je suis pas personne, moi, pour évaluer ça ou juger ça. Mais j'ai toujours eu des collègues très, très, très compétents, là. Très, très bons. Tu sais, puis la pédagogie, ça s'apprend. C'est pas toujours facile au début. Et des fois, ben, comme dans n'importe quel métier, on s'accroche. Tu sais, on s'enfarge un peu. Alors, on peut l'échapper un petit peu, mais ça se récupère. Puis, Est-ce que vous avez des outils pédagogiques pour vous guider? oui, on a des conseillers ou des conseillères pédagogiques. La direction, elle est là pour nous aussi. On a des collègues mentors pour nous aussi. On a des profs d'expérience pour aider les plus jeunes. On est très bien soutenus. Puis je dirais que ça s'est beaucoup amélioré depuis le temps que j'avais débuté d'enseignement versus aujourd'hui. OK. Beaucoup plus de support aujourd'hui qu'avant. Beaucoup, beaucoup, énormément. C'est vraiment un 360, là. Tant mieux, on va le prendre. Ouais, pas un 360, un 180. Oui, un 180, sinon on retourne d'où on vient. C'est ça. On sait que la médecine évolue rapidement, surtout dans les dernières années. Mhm. Est-ce que le programme est mis à jour régulièrement ou est-ce qu'il y a besoin d'être mis à jour régulièrement? Il est mis à jour de façon quand même assez régulière. Ouais, je peux pas dire la fréquence. J'ai déjà eu l'opportunité d'assister à une journée de revision d'examen avec le ministère de l'Éducation. Alors, de façon approximative, je dirais peut-être aux 5 ans. OK. Est-ce que les étudiantes ont un accompagnement adéquat? Beaucoup plus Oui. maintenant. Il y a beaucoup d'orthopédagogues, ceux qui ont des troubles d'apprentissage, de toutes les C'est ça, 10, parce là. qu'on est à une époque où les besoins, Oui, ben, les jeunes ont plus de besoins peut-être qu'avant. En oui. tout cas, peut-être c'est une impression que j'ai. Mais c'est pas des jeunes, hein? C'est pas, la majorité, c'est pas des jeunes jeunes. OK. C'est des gens dans la trentaine au moins et Qui s'en plus. vont vers une seconde carrière. Exact. Ça, c'est Ou la qui viennent de majorité. l'extérieur. C'est la majorité de tes étudiants. Oui, OK. oui, oui. Est-ce que tu penses que ça t'aide à les accompagner? Je veux dire, c'est des personnes plus matures peut-être qui veulent s'en aller vers un but ou ça change pas grand-chose parce que c'est un nouveau milieu? De façon générale, oui, la maturité est là. Des cas de manque de maturité, c'est pas quelque chose qui est courant, là, vraiment. J'en ai tout le temps. Non, Ouais, non, pas OK. du tout. C'est quand même assez mature, là. Ben, parce Parce que que faut. moi, si je prends mon exemple de moi, moi c'est une seconde carrière aussi, si j'avais commencé à 18 ans, Mhm, j'aurais pas été assez mature pour faire ce travail-là. mhm. Mais toi, c'est pas quelque chose que tu observes régulièrement. Les 18 ans, c'est la minorité, là. OK. Vraiment minorité. Je pense que j'en ai peut-être eu 5 dans toutes mes années, là. C'est vraiment la trentenaire. Puis il faut pas oublier que les gens qui viennent faire cette formation-là, souvent, ils sacrifient beaucoup le temps de famille, l'emploi. Ils travaillent tous les week-ends. Ils font des gros, gros, gros sacrifices financiers et familiaux. Alors, ils ont intérêt à être bien concentrés dans la formation pour justement finir au plus vite puis aller travailler là, de façon normale, là. Alors, le manque de maturité, c'est pas quelque chose qui est courant. En tout cas, j'ai pas eu à vivre ça souvent dans mes 10 ans. Ben, tant mieux pour ça aussi. Oui. Est-ce que tu ressens une pression à faire passer tes élèves? Au début, oui. Au début, oui. Puis c'est pas. Il faut comprendre que quand on doit mettre. Puis il faut comprendre que c'est pas le prof qui met l'élève en échec, c'est l'élève qui s'est mis en échec parce qu'il ne répond pas aux critères d'évaluation. Et nous, on est juste un spectateur. Dans le fond, on observe, on regarde, ça concorde pas et on doit mettre une sanction. Mais au début, oui, on avait une certaine pression parce que c'est très, très compliqué de mettre un élève en échec. Dans le sens que c'est compliqué, c'est parce que tu dois beaucoup investir. Moi, j'étais habituée, alors ça me dérangeait pas. Puis j'avais aucun. Ça me fait de la peine, c'est sûr, ça me fait de la peine, mais il faut pas que je le montre. Tu sais, je veux dire, on cache un peu ce côté émotionnel-là, mais dans le sens que j'ai fait le cheminement avec l'élève, comme j'expliquais un peu plus tôt. Je l'ai accompagné, j'ai constaté qu'il y avait des petites lacunes, je fais une validation avec l'élève, puis elle me dit oui, c'est difficile pour moi. Et bon, parfait, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Je vais te donner des trucs, parfait, oui. Et on travaille ensemble. On voit si les trucs fonctionnent, ça ne fonctionne pas. On en trouve d'autres. Je lui en demande aussi de s'en trouver par elle-même parce que c'est elle qui sait qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, puis si on voit qu'il y a encore des lacunes, ben là,
on travaille encore, puis à un moment donné, il y a un temps où on sanctionne. Puis les élèves sont toujours avisés d'avance qu'une période X, ça va être la sanction. Alors, s'il se passe quelque chose à ce moment-là, parce qu'on a fait le travail avant, puis il se passe encore quelque chose dans ce moment-là, parce qu'à un moment donné, il faut sanctionner, parce que le stage finit, puis ça ne fonctionne pas, bien clairement, il faut être capable de faire une introspection, de dire, je ne saisis pas cette compétence-là, je ne saisis pas cette capacité, cet acte-là, ou peu importe là, qu'est-ce qu'elle ne saisit pas. Puis il faut se dire, ben c'est juste une pause. Moi, je dis jamais, tu es en échec, tu as juste un succès reporté. Tu n'es pas en échec. C'est pas une fatalité, là. Tu peux reprendre cette compétence-là. C'est ça, tu vas pouvoir te reprendre. C'est Oui, pas la fin de ton parcours non. infirmière auxiliaire. Non, non, exactement. C'est pas la fin du... Ben, c'est la fin du monde présentement, mais plus tard, tu vas comprendre. Puis j'ai eu plusieurs élèves qui sont venus par la suite me dire merci d'avoir fait ça ou merci de certaines choses, tu sais. Puis c'est pas parce que je sais que tu vas comprendre plus tard, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est difficile, mais tu vas voir plus tard, tu vas me remercier. Non, je pense pas comme ça. Puis tant mieux si tu me recroises, tu me dis merci parce que, ben, OK, parfait. Mais présentement, tu n'es pas dans la capacité de continuer ton évolution pédagogique ou ton évolution académique. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas t'accrocher encore plus. Puis plus que c'est décourageant pour un élève. Ça ne fonctionne pas là, tu as un échec. Mettons que tu continues, tu as un autre échec. Ben, c'est déprimant, là. C'est difficile. Pour toute personne, même pour la plus enthousiaste et la plus positive. Ben, 2 échecs back-à-back, Oui, c'est certain. c'est Est-ce rough. qu'en tant qu'enseignante, tu as une marge de manœuvre? Disons que il est sur la ligne, là, tu sais, il est proche de passer, mais il l'a pas. C'est plus le contraire. OK, Il est proche de l'échec, mais il répond minimalement aux critères. OK. Et je lui dis, quand on fait notre rencontre, je lui dis, oubliez pas, j'ai déjà fait les rencontres plusieurs fois auparavant. Puis je lui dis, tu passes, tu réussis, mais Attention. attention, ça dans ton prochain stage, si ça se répète, je ne crois pas que ça va fonctionner. Je penserais vraiment pas. Est-ce que tes étudiants sont bien accueillis sur les départements? Je pose la question, mais j'ai un petit peu la réponse. Oui, c'est ça. Euh, Ça dépend. C'est 50%. Parfois oui, parfois vraiment pas. Puis c'est pas juste les élèves, là, c'est le prof aussi. Là. Parce qu'un prof, ça sait Mhm. rien. Là. N'oubliez pas, là, ça sait rien. Puis là, on parle généralement des infirmières, puis de l'équipe qui s'occupe normalement des patients. Mais est-ce que ça arrive que c'est plus haut aussi les gestionnaires, les chefs qui vous traitent pas bien? Pas vraiment. Rarement les OK. chefs. Rarement les chefs, mais j'ai déjà vu des chefs qui me reparlaient plus. Il m'a rencontré une fois, il m'a dit bonjour, s'il y a quoi que ce soit, je suis ouverte, là, là, là. Puis il me croisait dans le corridor, il me disait pas bonjour, il me parlait pas, il Après, il m'ignorait. t'ignorait. Ouais, OK. ça m'est arrivé. Mais tout staff, là, inclus, là, autant la commis, la secrétaire, on name it, là, le préposé, tout ça, là, ouais, c'est soit 50% oui, 50% non. Ou des fois, c'est les préposés super, le nursing moins. Des Ouais. fois, ça doit être un individu, mais en général, tu dis que c'est 50%. Ouais, peut-être je vais être un peu plus généreuse. 75. OK. 75. C'est quoi qui accroche? Est-ce que On dérange. vous dérangez leur routine? Oui, on C'est juste ça. dérange. Puis je le comprends. Je le comprends sincèrement parce que quand je travaillais sur le plancher, j'en ai eu des étudiants sur le département. Puis je le comprends. Mais j'ai jamais eu ce genre de comportement-là. Là. J'étais pas enseignante à ce moment-là. Là. J'étais juste sur le plancher. Puis je sais, j'ai vu des cégeps passer avec des étudiants, puis ils prenaient les dossiers. Puis je leur disais, écoutez, je vais avoir besoin de dossiers, ramenez-le-moi. Puis il y en avait, c'était correct, là, il n'y avait pas de problème. Mais là, étant donné que j'étais de l'autre côté, puis je vois ça, que les élèves se font parler bête ou se font ignorer, ou ben, de toute façon, les élèves, ils savent. Moi, j'avertis dès le départ. S'il y a moindrement quelque chose, tu viens me voir, je vais m'en occuper. Je vais m'en C'est-tu occuper. délicat à gérer après? Ah, ben ça dépend toujours de ce qui a été fait. J'ai déjà eu une situation, malheureusement, c'est trop vague, là, ça fait trop longtemps, là, mais j'ai déjà eu une situation que j'ai dû, avec l'élève, aller voir l'infirmière. J'ai dit, j'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé. Parce que je comprends pas. Puis la situation, ben, je crois qu'il a le droit. Tu sais, j'ai vraiment dit, écoutez, il a droit à l'information, il a le droit à avoir accès. Je veux dire, on est là. Puis
faut comprendre aussi qu'on paie l'école, pas moi, mais l'école paie le milieu où est-ce qu'on va en stage. Puis c'est quoi qui s'était passé, si tu t'en souviens? Je m'en rappelle pas. Je OK. m'en rappelle pas. Mais il avait répondu. Elle l'avait retourné. Elle l'avait retourné simplement. Puis j'ai dit, ben là, attends une minute. On a besoin. Et que je suis allée, j'ai clarifié la situation, puis ça a été terminé. C'est bien. Ouais. OK, on va continuer à parler des départements. Je sais que tu en as beaucoup à dire, toi qui es très rigoureuse. Tu as remarqué beaucoup de nonchalance. C'est le temps des anecdotes. Ben, on écoute tous les nouvelles comme tout le monde. Alors, il y a certains hôpitaux où il y a des trous, qu'il y a des moustiquaires complètement arrachés, il y a des fenêtres tenues avec du tape d'infirmière, parce qu'on sait tous que le tape d'infirmière, ça peut réparer un pare-choc là, de voiture. Alors, ça tient les fenêtres dans certains hôpitaux. Les stars sont complètement à moitié arrachés. Euh, il y a du matériel partout dans tous les corridors. Les corridors sont embourbés. Euh, les chariots sont sales. Fait que nos bâtisses sont à l'abandon. Oui, Manque de matériel, manque de personnel. oui, Puis en plus, tu mentionnais que pour toi, le personnel soignant, il y a un relâchement au niveau de la rigueur. oui. Mais je pense qu'il y a une certaine écœurantite générale. Ben, tu sais, quand on est dans un environnement de travail comme qu'on vient de Mm, décrire, c'est sûr, ça se justifie pas, là, mais c'est sûr que c'est pas très motivant. c'est ça. Tu rentres dans une clinique qui est neuve, qui sent bon, que tout est bien classé. Ça l'invite à avoir un certain décorum. Puis à être, tu sais là, puis on se force parce qu'on est comme ça. Tout le nursing, je suis certaine, on a un décorum. Puis on veut montrer la belle image, puis la compétence, le professionnalisme et tout ça. Mais tu arrives dans une place où c'est les ascenseurs, une fois sur deux, ça marche pas, ou même quasiment tous les jours, il y a un problème. Ou, voyons donc, c'est décourageant. C'est décourageant. Tout à fait. Puis tu te promènes d'un secteur à l'autre, est-ce que c'est généralisé ou c'est vraiment... Si tu y allais avec un pourcentage encore? Ah, 80%. Ah, Seigneur, c'est déprimant. C'est déprimant, oui. Moi, Parce j'arrive dans des départements avec des élèves, je rouvre la porte, puis je fais Oh, Seigneur. ça n'a pas de l'air d'un hôpital, ça a l'air d'une piquerie. Bah, peut-être pas une piquerie. Je faisais référence au matériel qui traîne, des aiguilles, je sais pas. Ouais, non, mais c'est pas. C'est à C'est. l'abandon, mais j'exagérais. Ouais, c'est ça. C'est pas les petits articles. C'est plus des draps qui sont un peu partout, les sacs de lingerie qui sont débordés, les poubelles sont débordées, il y a des sacs par terre, il y a des civières des deux côtés. On explore un côté du corridor libre pour faire les urgences. Il y en a des deux bords. Les bureaux sont embourbés. Il y a des feuilles partout parce que, bien sûr, hein, on fonctionne à deux systèmes, informatique puis les feuilles, parce que c'est trop difficile d'avoir juste de l'informatique. Euh, c'est comme ça, là. Des trous, le manque de peinture, des trucs Ouais. d'arrachés, des pancartes qui datent du mois de janvier. Ouais, des communiqués qui datent de là, 2 ans. Mhm, On en voit. mhm. Écoute, la source du problème, c'est dur de mettre le doigt sur une chose, mais à base, c'est le gouvernement qui investit pas dans sa bâtisse. Puis après ça, est-ce qu'on travaille vraiment dans des endroits appropriés? Je veux dire, est-ce que l'espace est bien pensé dans nos hôpitaux? Ou c'est trop petit, il y a pas assez d'espace de rangement pour le matériel. Tu parlais des civières qui traînent dans les corridors d'un deux côtés. Puis bon, le fait qu'on soit à moitié informatisé, à moitié non. Mhm. Tu parlais des feuilles, évidemment, ça pourrait être une explication. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis pas assez intelligente pour penser que tu sais, c'est quoi le problème nécessairement, mais ma constatation, c'est ce que je crois, c'est que les milieux ne sont pas up-to-date. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus adaptés aux besoins du jour. Oui, c'est beaucoup d'investissements dans les infrastructures. Je crois que les investissements d'infrastructures ont disparu par magie parce que les investissements n'ont pas été faits de façon adéquate. Parce que même si la bâtisse elle est vieillissante, elle devrait être minimalement entretenue. Oui, puis plus qu'on attend pour investir dans les infrastructures, plus que c'est des montants exorbitants qui se Mhm, justifient absolument pas, mhm. même dans une élection, même Oui, entre deux élections, c'est oui, injustifiable d'investir des montants astronomiques comme ça. c'est ça. Que si ça avait été fait de façon plus régulière, mettons, peut-être pas mensuelle, mais annuelle, mais on serait pas dans des hôpitaux qui sont en train de tomber en ruine, là. C'est pas ça. Puis on n'aurait pas des bébites partout, puis on n'aurait pas...
des contaminations de toutes sortes de choses, là. Puis on est obligé de fermer un département, il y a des ventilations, des plastiques. C'est pas sécuritaire pour les patients non plus. Ah, ça finit plus. Mais tu sais, c'est sûr que si on s'accroche toujours à l'état des lieux, tout ça, ben c'est sûr que notre travail devient très lourd. Alors, c'est sûr qu'il faut revenir à la source. Pour quelle raison on fait ce job-là? On est dévoué pour les autres. Oui, c'est vrai, on est dévoué. Puis on va jamais être capable de séparer ça parce que c'est pas notre mandat, mais c'est viscéral. Chez moi, en tout cas, c'est viscéral de prendre soin du monde puis d'aider les gens. Que, à un moment donné, on fait juste. Ben, on en parlait tantôt au souper, ça fait partie de ton ADN, de ton identité. Ouais, Tu es une soignante, ouais, puis c'est difficile d'abandonner ça à cause du contexte difficile. exact. Puis les gens qui abandonnent le milieu ou le réseau ou même la profession, c'est un gros deuil qu'ils font. Je les comprends très bien parce que même moi, quand j'avais fait la transition entre le plancher puis l'enseignement, j'ai trouvé ça difficile. J'ai vraiment trouvé ça difficile parce que oui, je faisais le partage de mes connaissances, mais en même temps, je voulais faire les choses. Alors c'est pour ça que je suis retournée simplement là, aux soins. Puis ouais. Ben, tout ça, j'imagine, nous amène à ta décision de quitter ton emploi actuel, le réseau, puis même la province. Est-ce qu'il y a eu un moment précis qui t'a donné le déclic? Oui, quand j'ai vu que certaines décisions ont été prises dans, dans des situations qui allaient contre mes valeurs, simplement. Puis là, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit. J'avais quitté un milieu de travail parce que justement, il y avait un manque de rigueur, puis bon, tout ça. Puis là, j'allais dans un autre travail, puis il y a des décisions qui ont été prises qui ont vraiment heurté mes valeurs. Alors là, j'ai dit, je vais aller dans un milieu où que mes valeurs vont être respectées, où que les valeurs professionnelles et personnelles sont similaires à ce milieu de travail-là, puis avec une rigueur, puis avec un esprit d'équipe, puis bon, et tout le reste qui va avec, C'est quelles valeurs qui ont heurté? Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé? là. Je peux pas, faudrait que je donne, c'est un peu délicat, en fait, mais on n'a pas apporté le support à une personne en particulier, on l'a juste laissé continuer son chemin. Puis cette personne-là a besoin d'assistance. Puis on lui a pas donné. OK. Donc, au su et au vu de tout le monde, une personne était en détresse, Ouais, puis on l'a laissé baigner dans sa détresse. ouais, puis continue son chemin. OK. Ouais. Là, on parle de l'administration, des chefs ou des collègues. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par l'administration? Qui l'a laissé aller? Est-ce que c'est L'administration. l'administration? Ouais. OK. Quand même. Mhm. Selon toi, est-ce que ça va être différent en Ontario? Qu'est-ce qui t'attend? Peux-tu nous le décrire? Ce qui m'attend, c'est une équipe qui se soutient, un ratio qui est logique et qui est sécuritaire, des, des chefs d'unité disponibles et réactionnaires à nos besoins, et puis une pleine reconnaissance de notre métier et un salaire plus élevé. En plus, Ouais. un beau bonus. En- et tout ça, tu sais ça par une connaissance que tu as, par quel moyen? Ben, en fait, j'ai fait des recherches OK. et j'ai parlé avec des gens qui travaillent là-bas, qui ont fait la transition eux aussi. Et ils m'ont vraiment décrit là, tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent présentement. Et puis, ça peut juste être wow. Mais c'est sûr, là, il y a toujours des petits quelque chose. Ça reste un milieu de femmes, ça reste un milieu de soins. C'est rien de parfait, là. Oui, oui, oui. Ça reste toujours un peu toxique, hein, un milieu de soins parce que je veux pas dire que c'est à cause qu'il y a des femmes, là. Mhm. Moi, j'ai pas le droit. Mais ça reste un milieu où il y a du stress, ça reste un Ouais, milieu où il y a des situations, il y a toujours des imprévus, il y a toutes sortes de mondes différents qui ouais. travaillent ensemble. Fait qu'évidemment, c'est jamais facile. Mais est-ce que j'ai hâte que tu m'en reparles, sais-tu, dans un an, ce serait le fun qu'on se reparle puis que tu me dises si effectivement les climats de travail sont meilleurs, si Mhm. parce qu'ici on a comme l'impression que ça fait partie de l'ADN du réseau de la santé du Québec d'avoir des milieux toxiques, puis des mauvaises cultures d'entreprise, puis de pas bien soigner les gens, de pas prendre bien soin de son personnel. Je sais pas si t'es d'accord. Ben,
je pense que c'est comme normal qu'on vive la misère. Tu sais, c'est devenu une norme d'avoir de la difficulté au travail étant dans les soins. C'est vrai, c'est accepté. C'est toléré, puis c'est accepté, c'est la norme. Ben, si vous vouliez pas ça, vous aviez juste à étudier dans autre chose, hein. On se C'est un fait peu dire genre ça, ça, ouais. on se fait dire ça. C'est ça. Puis, veut pas, à moins qu'on travaille à la salle d'accouchement, c'est toujours négatif, c'est la maladie. C'est rarement positif, la maladie, là. J'ai jamais vu ça positivement, là. Alors, on est toujours un peu dans un environnement un peu négatif parce que la Ouais, personne, elle vient à l'hôpital, c'est pas parce que ça lui fait plaisir. j'ai jamais vu ça. C'est ça. À moins Puis, qu'elle est en sevrage. Elle veut un sevrage. puis est-ce que tu sais s'il y a des pénuries de personnel en Ontario? Je suis pas certaine qu'il y a une pénurie, mais oui, il y a un besoin. Moi aussi, j'ai fait mes recherches, puis ce que j'ai vu, c'est que, en tout cas, ils sont très actifs pour le recrutement. Eux, ils vont chercher partout où ils peuvent, international puis interprovincial, Oui, puis ils attirent les gens avec des primes très généreuses. Est-ce que tu vas en bénéficier? oui, C'est quand même, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, puis que peut-être ça va les attirer eux aussi, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars, là. C'est bien ça que j'ai c'est vu? 25 000, ouais. 25 000. Oui, C'est quand même mhm, beaucoup plus que ce qu'on a ici. oui. Puis la cerise sur le sundae, tu me l'as dit tantôt, c'est quoi? Non imposable. Non imposable. Non Oui. imposable. Payé sur 2 ans. Payé sur 2 ans. OK. C'est quand même pas tout À d'un tous les coup. 4 mois. OK. Quand même, c'est le fun. Ça fait des belles payes. Mhm. Sinon, si on continue la comparaison entre l'Ontario et le Québec, Mhm. c'est quoi la principale différence selon toi? C'est la pleine autonomie de notre travail. Ça, c'est, comment je pourrais dire? C'est impressionnant On utilise les gens à leur pleine capacité. à leur pleine capacité. Alors, l'infirmière auxiliaire va faire son évaluation, va faire toute l'évaluation physique, son tête-pied, là, vraiment intégrale, auscultation et tout, examen abdominal, bon, etc., là, comme un infirmier fait de façon générale. Et puis, va faire ses notes, donne sa médication, donne la médication intraveineuse. Et puis, fait les appels au médecin si a des besoins. On fait vraiment le A à Z. Ici au Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Mhm. donne un champ de pratique, les limites de la profession. En fait, c'est Puis l'ordre des ensuite, professions. pardon? C'est l'ordre des professions OK. qui statue. Puis ensuite, les employeurs, eux autres, ils ont leurs propres règles, puis ils respectent même pas le champ de pratique normal ou accepté, si on veut, Mm. des infirmières auxiliaires. Exact. Ça fonctionne pas comme ça en Ontario, c'est ça que tu nous Non, dis? parce qu'on fait partie de toute la même ordre. Les infirmières, que ce soit praticiennes, cliniciennes, techniciennes, ben, il n'y a pas de technicienne en Ontario, puis les infirmières auxiliaires ont toutes la même ordre. On est toutes dans la même ordre. Fait que c'est les mêmes études. C'est pas tout à fait les mêmes études. Il y a des études, ben, ils appellent ça collégial, mais c'est pas collégial, là, mais en Ontario, il n'y a pas de cégep. Alors, l'infirmière va avoir l'université, puis la praticienne va faire, bon, la maîtrise comme ici. Mais nous, notre formation est comme, je pourrais pas dire combien de temps, mais c'est à peu près le même nombre de temps que nous, là, OK, ici au Québec. intéressant. Selon toi, où est-ce qu'on va pas dans la bonne direction au Québec si on compare les deux systèmes? Est-ce que c'est justement de vouloir tout contrôler, l'hypercentralisation? Est-ce que c'est de pas reconnaître l'autonomie professionnelle? Ce serait quoi? J'ai l'impression qu'il y a un peu tu sais, c'est un peu, ah, ça c'est à moi, c'est juste à moi, c'est juste moi qui peux faire ça. Toi, tu vas faire juste ça. Tu sais, c'est très, très, pas de la jalousie, mais très territorial. On veut rentrer les professions dans des cases Ouais, au Québec. ouais. Au lieu de travailler ensemble, ben, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça, moi, j'ai le droit de faire ça. Mais par rapport à une autre, tu sais, un autre level de nursing, toi, tu as le droit de faire ça, mais moi, j'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, comment? Tu sais, puis en Ontario, on est formés là, pour faire ce qu'on fait, là. Si on nous permet de faire ce qu'on va faire, c'est parce qu'on nous a formés. Puis la formation est de plusieurs semaines. C'est pas juste, je t'envoie sur le plancher, je t'oriente 2 jours, tu vas faire ton évaluation, ton auscultation cardiaque, pulmonaire, puis abdominale, puis etc. Non, 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 attends une seconde. On est formés. Comme on voit beaucoup ici, on est souvent, je te le disais tantôt au souper, on est souvent lancé dans la fosse au lion, Oui, puis tiens, apprends sur le tas. oui, Là-bas, c'est 5 semaines d'accompagnement
par quelqu'un qui a de Minimum. l'expérience. Oui. Puis minimum. Fait que si tu as besoin de plus, il y a une possibilité de rallonger. Oui. Puis tu as une conseillère qui va te suivre. Tu as une préceptrice sur le plancher pour toi. Elle t'accompagne pendant toutes ces semaines. C'est vraiment... il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Vraiment beaucoup de support. Je pense que tu es en train d'en convaincre plusieurs de s'informer sur l'Ontario. Ça vaut la peine. Te vois-tu revenir dans le réseau québécois un jour? Non. C'est un non définitif. C'est un non définitif. Pour finir, quel est ton message pour les travailleurs du réseau ou pour les dirigeants peut-être? Ben, pour les dirigeants, soyez présents. Soyez présents pour vos employés. Si vous voulez les garder pour le peu qui reste, soyez présents. Soyez à l'écoute. Puis essayez de les concerter justement avant de prendre des décisions. Prenez le pouls. Qu'est-ce qu'eux, ils observent, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. En principe, un dirigeant ou un chef, c'est là pour ses employés comme les employés sont là pour les patients. Ben, c'est ça la chaîne. Soyez là pour qu'eux soient heureux, bien, puis qu'ils puissent donner des soins adéquats et sécuritaires surtout, avec des ratios qui ont de l'allure pour les patients. Puis c'est ça qui est malheureux, c'est que Santé Québec est en train de prouver que, vous voyez, il y a moins de monde, mais vous faites pareil la job. Puis on a juste nous à blâmer. On en fait plus pour combler les manques. Puis tu as raison, c'est comme s'il manquait personne, ces départements. Ouais. C'est juste la qualité des soins qui diminue. Oui, puis comme tu as dit, qu'est-ce que le gouvernement a dit pendant la pandémie? Oui, mais, tu sais, ils sont habitués de se dévouer pour les autres, les femmes. C'est leur vocation. C'est leur vocation. On est nés pour ça. Comme les belles-sœurs, les sœurs dans le temps. Mhm. Merci beaucoup pour ta participation à Réseau Enfer. C'était très intéressant et c'est très apprécié parce que tu as fait de la route pour venir me rejoindre en plus. Mhm. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Puis je suis certain que plusieurs, t'as piqué la curiosité de plusieurs. Ben, bien tant mieux et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, si vous en avez aussi ras-le-bol de l'inefficacité du système de santé, de vos conditions de travail insupportables, des soins médiocres que vous donnez à vos patients à cause des nombreuses lacunes du réseau, vous devez agir maintenant. Il n'y a pas 56 solutions. Soit vous quittez, comme Martine, soit vous endurez en silence, soit vous choisissez la troisième option, la plus courageuse, parler, dénoncer, rejoindre notre communauté engagée. N'oubliez pas, on a la force du nombre. L'invitation est lancée. Suivez Réseau Enfer sur Facebook, TikTok, X. Un j'aime et un commentaire sur YouTube ou Apple ou Spotify sont toujours appréciés et aident à faire connaître le podcast. Mais surtout, continuez de nous faire parvenir vos témoignages. Je vais tenir le micro et vous tenez le miroir qui montre le vrai visage du réseau. Dans l'épisode de la semaine prochaine, une infirmière en santé mentale nous décrit le climat de travail toxique sur son unité de soins, pression pour faire du TS, intimidation patronale, clivage entre les employés. Un constat s'impose. Dans le réseau, on est très loin de devenir un employeur de choix. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une très belle semaine.